Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Comment va la petite bande, Virginie? Ça va bien. Ouais. Du moment qu'en face, il ne s'approche pas de moi, tout va bien. Oh. Ah, on va savoir ça dans quelques secondes. Vous l'avez vu, hein, chers amis, en Lorraine, la température a largement augmenté, ce qui a permis à Virginie de quitter ses pulls qui n'en finissaient pas pour retrouver. Voilà. Dire quoi, voilà. Certains mettent encore des bonnets, mais ça ira mieux bientôt. Bonjour, monsieur Faretra. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Comment ça va? Très ravi d'être avec vous. Et oui, et aujourd'hui, Jean-Mi, vous allez nous servir de cobaye parce qu'on cherche quelqu'un à tatouer. Et nous allons parler de tatouage. Alors, j'ai découvert une chose, chers amis. Peut-être que vous allez découvrir ça en même temps que nous aujourd'hui. C'est que du côté de Longwy Porte de France, je dis, il y a un institut supérieur de décoration. Et dans cet institut supérieur de décoration, on enseigne la dermographie. Bien, la dermographie. Qu'est-ce que nous avons un professeur de dermographie. On dit professeur de dermographie? Ouais, au départ un dermographiste, mais qui a proposé son concours pour ouvrir une section, justement préparant artistiquement, entre guillemets, éthiquement, au métier de tatoueur. Appellation sur laquelle on est la plus connue. Ouais. Alors Fabien Lejeune, bonjour. C'est moi, bon. C'est vous qui êtes prof. Ouais. Et Lola qui est l'élève, bonjour. Lola Aubry, ça va? Oui, ça va. Lola, vous avez décidé, vous dans votre tête, qu'un jour vous seriez tatoueuse. Non. Donc vous faites des cours pour apprendre quoi? Le tatouage. Très bien. On va démarrer par Jean-Michel Faretra, alors le temps que... Non, je plaisante. À quel moment vous avez dit, ça y est, je franchis le pas là? L'année dernière. Ah, mais jusqu'à l'année dernière, c'était... Moi, je savais que ça allait être dans l'art, dans le dessin, mais je savais pas que ce serait le tatouage. Et pourquoi d'un coup ça s'est passé, ça s'est produit? Envie de liberté, hein, quand même. On va sur une toile, vous avez une liberté aussi. Oui, mais dans le métier de tatouage, il y a la liberté d'expression, j'ai envie de dire. Il y aura quand même mon style dans tous les dessins que je ferai, même si c'est quelque chose de particulier demandé. Mais c'est plutôt sur la matière, quand vous jouez sur quelque chose de vivant, alors que normalement, lorsqu'un artiste s'exprime, que ce soit sur des livres ou sur des toiles, c'est plutôt quelque chose de concret. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'immobile. Peut-être plus intime aussi. Mais là, je pense qu'elle veut parler d'un échange entre... parce qu'avec la toile, il n'y a pas d'échange, hein, il y a juste un don. Et travailler sur une personne, il y a quand même quelque chose de différent. On n'est plus uniquement inspiré par l'idée qu'on a ou ce qu'on veut exprimer. Il y a une histoire aussi un petit peu de service et d'échange. Alors, on a des images, on a montré tout à l'heure, tournées à New York. Vous allez rester avec nous. Ouais. D'abord, je suis obligé de passer la parole à M. Faretra qui, comme à l'accoutumée, ouvre le bal dans cette émission. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, Jean-Mi? Alors, on va partir un petit peu... Pour y ranger vos affaires. Non, mais justement, je voulais vous parler des poils, des brosses. Parce qu'on nous pose souvent la question, avec quelle brosse je dois me démêler? Ce ne sont pas des poils, ça, pourquoi vous dites des poils? C'est quoi? C'est des poils de sanglier, ça? Ah, c'est des poils de sanglier, ça? Ah, c'est la première chose. Oui. Ah, ce qu'on utilise là les matins, c'est des poils de sanglier. Ah, bah ça dépend. Je vais voir ça autrement. Si c'est une mauvaise brosse et du plastique, vous avez les cheveux gris. Demain, avec Marie-Paul, on les mange, je vous le dis tout de suite. Non, je plante le décor tout de suite. Demain, on va parler de chasse, truc de hasard. Ah oui, d'accord. Bah, donc, je dirais qu'elle vous les mettre de côté si jamais vous réussissez à en faire. Ça, c'est poils de sanglier. Oui, exactement. C'est l'autre chose. Et ça? Et ça, alors, ça c'est du plastique, mais à l'intérieur, vous avez des petits poils de sanglier mélangés. C'est pour vous brosser les cheveux le soir avant d'aller vous coucher. On nous pose souvent la question, quelle brosse dois-je utiliser? Je vous répondrai ça après. Quel teasing, quel teasing. Ouais, tout d'abord, Sao Paulo, qu'est-ce qu'on va faire encore à Sao Paulo? La Fashion Week, on y est encore, avec 2 femmes actives. Vous allez voir, on nous présente 2 véritables femmes actives. Alors, on peut retrouver Virginie, très active. On peut retrouver Lola, hyper active, et on peut retrouver les images tout de suite. Tout d'abord, 2 femmes cohabitent au Brésil, la citadine active et les party girls très bien reflétées dans la plupart des défilés. L'urbanisme galopant et le développement économique poussent les femmes de plus en plus actives à être à l'aise dans leurs vêtements et à adopter un style urbain recherché. On retrouve dans les shows des essentiels comme les vestes et manteaux, les chemisiers légers, les tailleurs, mais retravaillés de façon innovante et originale.
Même si les couleurs restent neutres, le twist créatif est de plus en plus assumé. La brésilienne aime sortir et s'habiller pour l'occasion, alors de nombreux créateurs ne manquent pas d'idées, bien au contraire, pour proposer tenues de cocktail et autres fourreaux précieux pour le soir, en ajoutant à foison strass, paillettes, broderies. Tout est possible, même si le noir élégant reste l'option favorite. L'autre tendance repérée est présente dans toutes les Fashion Week du monde, la couleur bordeaux. Pas trop vif mais plus abordable que le rouge, ce ton très automnal séduit les stylistes qui le travaillent dans toutes les matières. Il faut dire qu'il se coordonne facilement avec tout et on peut même oser le make-up assorti. Enfin, n'oublions pas l'homme. Beaucoup de labels présentent une collection mixte avec un prêt-à-porter masculin recherché. Citons Joao Pimenta qui s'est spécialisé dans l'homme et innove chaque saison avec ses gentlemen élégants semblant hors du temps. Même si finalement, le citadin au look simple mais stylé finit par l'emporter. J'ai trouvé la future tenue pour Jean-Luc. Ouais, je les ai vus aussi. J'ai vu passer les tenues. Il y en a. Alors, je sais pas, vous allez chercher vos. Ah, mais j'essaye de trouver le plus original possible. À Sao Paulo, oui, il faut qu'elle aille jusqu'à Sao Paulo. À Sao Paulo, on trouve des choses magiques. Et c'est le retour de la banane pour les garçons, j'ai vu. Oui, oui, bah, on est sur fout. des côtés. On peut pas la faire. Vous avez vu avec mon remplaçant. Oui. Hein, il avait la crête. Non, il avait la crête. Non, c'était une banane. Une crête, c'est en l'air. Une banane, c'est un peu couché. Oh, une banane, c'est pas ça. Hein. Banane, c'est Dick Rivers. Ouais, bon, dans les années 60. Un peu de là. Oui, mais parce qu'il y a d'autres problèmes. Mais sinon, Dick Rivers, pour moi. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Ah oui, parce que peut-être qu'il y a des jours où il faut. C'est la laque qui est pas bonne. C'est la laque qui est pas bonne. Bah oui, c'est la laque. Question de like. Alors, allez, après Sao Paulo, un peu de fraîcheur. Hein. Et quand on parle fraîcheur, Cacharel, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Ah bah quand même, oui. Et oui. Alors Cacharel, pour la collection printemps-été 2013, cette fois-ci, boum, on va aller chercher le soleil pour 2013 en espérant qu'on en aura. C'est mode homme, femme? Là, c'est femme. La collection Cacharel, femme, à base de thé vert, tilleul, corail et aussi de la transparence dans les jupons. De la transparence dans les jupons. On regarde ce que ça donne? Ne faisons pas attendre. Allez. Cette collection a envie de présenter un côté de romantique et un côté aussi on mélange beaucoup de choses de rock, d'autres caractères de filles. Le thème de nous c'est songe dans une tasse de thé. Donc dans la tasse de thé, la fée imaginée, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a la fleur, il y a le poisson rouge. On a beaucoup de motifs sur le poisson rouge. Après, bien sûr, il y a la couleur de thé. C'est quelque chose de très fluide, très romantique. On travaille beaucoup sur la recherche de mailles, de couleurs, d'imprimés surtout, très raffinées. Et pour donner un côté, pour l'été, donner un côté très léger pour le maille aussi.
Voilà. C'était pas mal quand même. C'est du vrai cacharel, un peu de fraîcheur. C'est vrai que ça sent l'été. Moi, c'est pas du tout mon style, mais. Non. Comment c'est pas du tout votre style? Vous pourriez porter ça, vous? Du tout. Ah non. Bon, elle n'a pas le look pour porter ça. Je pense que sur une rousse avec un cheveu naturellement bouclé, et une blonde avec un tie and dye, non plus, surtout pas. Elle est complètement à l'opposition. Elle serait plutôt dans les collections de John Galliano plus que dans du cacharel. Ce soir, elle va regarder c'est quoi les collections de John Galliano. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Regarde, chérie, une bonne idée. Voilà. Mais j'ai pas trouvé ça mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien? Oui, c'est frais, c'est cacharel. Voilà. Exactement. Ça représente totalement cacharel. Et on parlait donc de grandes marques, John Galliano. Mais nous, ici, on a vraiment deux chouchous, dont un qui va apparaître là. Lequel c'est? Le Karl ou l'autre? Le Karl. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Karl? Karl, il va nous raconter qu'il expose la petite veste noire Chanel au Grand Palais. C'est vieux, la petite veste. Exactement. 108 célébrités du monde ont accepté de se faire photographier par Karl Lagerfeld en arborant cette fameuse veste créée par Coco Chanel. Oui. En quelle année? 1954. J'allais dire. Ah oui. Donc, c'est exposé au Grand Palais en ce moment. On écoute Monsieur Karl et on regarde les images. Après New York, Sydney, Tokyo et Londres, l'exposition La Petite Veste Noire débarque à Paris dans le cadre du mois de la photo. 108 célébrités du monde entier ont accepté de se faire photographier par Karl Lagerfeld en arborant la fameuse veste créée par Coco Chanel en 1954. L'événement a lieu bien sûr au Grand Palais. J'adore le Grand Palais. Et ça, c'est un recoin que je n'avais pas encore travaillé, si j'ose dire. Parce qu'on a fait la haute couture dans l'aile sur le côté, là où ça tourne. Mais ici, on n'avait pas encore été. C'est différent en Australie, au Japon, à New York, et à Londres, partout. C'est des expositions très différentes. C'est aussi les locaux qui, d'une certaine façon, donnent l'esprit, comment on peut faire l'exposition. Quand j'ai repris cette marque, tout le monde me dit « ne touchez pas, c'est vieux, c'est ringard, etc. » Mais c'est ça qui est amusant, de créer une espèce de mythique, de faire une icône de quelque chose qu'à un moment donné était considéré comme ringard. C'est devenu une base comme la veste d'homme à deux boutons, le jeans ou le t-shirt. Et c'est ça que je trouve amusant, et c'est un vrai phénomène, et c'était amusant de faire des choses inattendues avec un phénomène qui a été à un moment donné un look très bourge. Des portraits en noir et blanc, des tirages couleurs et même des grands formats réalisés en verre gravés au feu démontrent la créativité d'une maison aimant mettre l'art et la communication en avant. Je trouve que cette communication est exceptionnelle et très complémentaire de ce qu'on peut voir dans les défilés. Parce que souvent ça permet de voir comment chacun joue avec la veste, comment chacun s'est approprié cette veste. Et même s'il y a des choses qui sont assez amusantes et originales, voilà, chez Chanel, avec la veste phare de Chanel, on peut se permettre de faire plein de choses. C'est ce paradoxe qu'il y a entre cette créativité permanente dans les collections et puis cette veste qui est, c'est une icône, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'elle est là tout le temps. Donc à la mode, c'est un éternel recommencement. Exactement. Qu'est-ce que vous disiez à propos de Karl Lagerfeld? Dans 50 ans, il pourra faire quoi maintenant? Le petit gilet jaune. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il faut attendre, d'accord. Jean-Mi, qu'est-ce qu'on va voir encore? Alors justement, il y a deux choses. Je vais vous parler simplement en quelques secondes tout à l'heure des poils sur les brosses qu'il faut utiliser quand vous les brossez pour éviter que le cheveu soit électrique. Ça, c'est très important. Surtout en hiver. Surtout en hiver, bien sûr, quand vous portez des pulls. Ah mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez des cheveux électriques? Parce que moi, ça m'est arrivé quand j'avais des cheveux un peu plus... Quand j'approchais une brosse des cheveux, il y avait tout qui... Ah ben, il y avait de l'électricité statique qui était due au plastique de la brosse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez de l'eau, vous mettez vos mains sous l'eau, vous les essorez légèrement et vous passez vos mains sur les cheveux. Quand j'ai fini de me sécher les cheveux, je vais me remouiller. Oui, non, mais il faut les humidifier. L'eau va calmer légèrement l'électricité statique. Voilà, c'est un petit truc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus électriques que d'autres? Oui. D'accord. Oui. Surtout ceux qui mettent des pulls à col roulé. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Alors, je vous ai coupé dans votre effet, on va parler de franges. La frange. On nous demande toujours quelle frange, une frange droite, quelles sont les tendances en ce moment. Vous avez une frange ou vous n'avez pas de frange? C'est une frange couchée qui a repoussé. Ouais. C'est pas une frange? Mais si. C'est une frange qui a repoussé. Ah, c'est une frange qui a repoussé. Alors, on va voir quelques images, s'il vous plaît. Quelle chance, hein. Regardez, pour vous donner des idées.
On y va, on commence par à l'ancienne, on va dire. C'est qui? Bébé? Bah oui, vous reconnaissez pas Brigitte Bardot? Ah mais je crois que c'est à moi que vous posez la question. Ah ok, oui, bien sûr que je reconnais Brigitte Bardot. Voilà. Non, je regardais, je pensais que c'était à Virginie que vous posiez la question. Je vais vous poser la question. On peut revoir s'il vous plaît. Voilà, Brigitte Bardot, bébé, qui dans les années 60 avait lancé cette frange légèrement couchée, légèrement de côté, qu'on retrouve maintenant un peu plus modernisée. On avait revu ça sur Claudia Schiffer aussi. Exactement. On voit la suivante. Et on va avoir une frange sur cheveux courts de côté avec un petit peu de bleuté, puisque les couleurs vives sont aussi d'actualité sur certaines franges, droite, couchée ou franchement. La suivante. Voilà, vous la connaissez. La brindille. Kate Moss, avec une fausse frange aussi, légèrement dégradée, légèrement ouverte. Elle n'est pas droite, elle est. Ça énerve un peu le mot de Fritz, mais un petit peu effilée. Voilà, frange à la Kate Moss. Suivant. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la frange droite. Ça c'est les années 70. Ouais, mais ça c'est droite, mais genre coupée par maman en fait. Un peu coupée. On avait un peu la coupe comme elle a les yeux un peu fermés, mademoiselle. Alors l'esprit Jane Birkin un petit peu dans le regard et dans la bouche. Ça, oui, bah oui, l'attitude. C'est un peu la frange qu'on coupe à la maison avec. C'est un peu la frange qui est pas nette, qui est un petit peu. C'est pour ça qu'elle fait frange maison. Non, regardez, elle est mignonne. Suivante. Voilà, alors ça, frange sauvage. Frange à la Rihanna, avec la frange complètement décolorée, mais frange un petit peu dégradée, pas trop lourde. On a perdu Fabien, tout va bien Fabien? Est-ce que... ça y est, voilà. Non, parce qu'il était en train de se dire... ouais, pas mal Rihanna. Hein, Rihanna, ça, hein? Non, c'était la frange. Ah, c'était la frange. Elle est tatouée aussi, Rihanna, oui. Tout le bras, je crois. Ils sont tous tatoués maintenant. Voilà, c'est ce qu'on disait à Jean-Luc. Non, sur ce plateau, nous trois, nous sommes pas... Enfin, pour vous, j'en sais rien, moi j'en suis sûr. Moi j'en suis sûr. De quoi? Que je ne suis pas tatoué. Ah. Vous, je ne sais pas. Non, moi je suis pas tatoué non plus. Gardons un peu de mystère. Moi, vous n'êtes pas du genre à vous faire tatouer? Non, pas du tout. Moi je suis, rien contre vous, hein, plutôt contre les tatouages. Même. Voilà, mais on va parler tout à l'heure. Quel joli débat. Dites-nous pourquoi. Gardez-en sous le pied. Je termine avec mes brosses. Fabien et Lola ont besoin de répondre. Oui, je termine avec mes brosses. Allez-y, comment faire un brushing sans électricité statique? Évitez les brosses avec des picots en plastique. Ça va créer de l'électricité statique et ça va pas être gérable du tout. Ce genre de brosse avec poil de sanglier, si vous voulez investir dans une brosse, c'est plutôt poil de sanglier. Le soir, avant d'aller me coucher, j'ai les cheveux longs, je sais pas comment faire avec ma gamine. rappelez-vous. Non, avec ma petite fille qui a les cheveux très longs. Le lendemain, c'est un sac de nœuds, il faut les brosser le soir. Avant d'aller au lit, vous les brossez avec une brosse semi-plastique, semi-brosse de sanglier. Rien de pire que les nœuds dans les cheveux des enfants. Quand ils se lèvent le matin, c'est une catastrophe, ça fait très mal en plus, et vous perdez un temps fou, parce que le matin, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le temps, chrono. Donc, ce genre de brosse, on brosse bien soigneusement le soir avant d'aller au lit. Et faire des masques régulièrement. Et on réhydrate le cheveu avec des masques. Bien vu Virginie, ça c'est... On voit la fille qui a eu les cheveux longs pendant des années. Et qui les a encore aujourd'hui. Vous mettez des masques sur les cheveux? Oui. Ah, ça existe. Pas les masques d'Halloween qu'on met. Non, j'ai bien compris. Mais c'est quoi les masques pour les cheveux? Ce sont des crèmes, des soins réhydratants. Voilà. On laisse poser. C'est comme un après-shampoing, mais en plus fort. Et on peut laisser poser toute la nuit sur un cheveu qui est très sensibilisé. Oh, enfin, ça, je fais pas. Avec les concombres sur les oreilles tout le matin. C'est un cheveu naturel, mais un cheveu qui est très sensibilisé, on peut avec les concombres, les navets. Oh mon Dieu, ça doit faire peur au rêve. Elle se retourne. Avec le masque à l'argile, comme ça, en plus. C'est ça, mais c'est du soin. Oh purée. C'est pas mal. Ça fait rêver. Ne passez pas à l'improviste à la maison. Non, mais on a bien compris qu'on devait prévenir 12 heures avant. Allô, on va bientôt venir. Préparez-vous. Bon, Fabien, Lola, c'était bien, Jean-Mi. Merci beaucoup. On va parler maintenant de tatouage. Alors, on va, si vous voulez bien, d'abord regarder un reportage. Ça se passe à New York. C'est peut-être loin de ce que vous faites, peut-être proche, je ne sais pas, mais on en parlera après. Hein, on va regarder, histoire de nous remettre bien en mémoire ce tatouage. Bon, l'exemple là, c'est un exemple qui aime être tatoué parce qu'il n'y a plus de place. Ah oui, c'est écrit. Au salon du tatouage de New York, une tendance se confirme. De plus en plus de femmes passent à l'acte. Lucie est venue spécialement de Londres pour que son artiste préféré termine le phénix qui déploie ses ailes sur son fessier. Il a fallu 35 heures de travail pour en arriver là, encore 8 heures et ce sera terminé. C'est bien la preuve que nous les femmes, on peut être dures à cuire. Les Anglaises ne sont pas les seules. Selon un sondage, près d'une Américaine sur 5 est désormais tatouée. Pour la première fois, ce chiffre est supérieur à celui des hommes. Pour Michelle, ce changement est radical. Elle a débuté sa carrière il y a 20 ans.
Quand je me suis fait tatouer la première fois, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour une femme. Mais de nos jours, les femmes ont l'habitude de voir des tatouages à la télévision. On en voit qui, à 24 ans, ont les bras et le cou entièrement tatoués. Le tatouage féminin serait donc plus accepté, mais il reste un symbole de rébellion. Rosemary, ancienne policière, s'est battue des années avec son mari pour se faire tatouer. Après son divorce, elle a sauté le pas. J'ai divorcé il y a 8 ans. Mon mari n'arrêtait pas de me dire qu'il ne voulait pas que sa femme soit tatouée. Le tatouage, pour moi, c'est une manière de m'affirmer. Chez les artistes aussi, la jante féminine est de plus en plus présente. Pour Lucie, pas question de se faire tatouer par un homme. Son travail est incroyable. Pour moi, c'était important que l'artiste soit une femme. Je voulais cette touche féminine dans mon tatouage. Pour ces femmes, le tatouage est devenu une passion et c'est avec le sourire qu'elles supportent la douleur. Eh ben, on est content pour elle. Avec le sourire en plus. Mais est-ce que si la personne grossit, le tatouage se déforme avec? Ah bah il y a écrit en plus gros. Par exemple, s'il y a écrit je t'aime, c'est écrit en plus gros. Il y a écrit JT apostrophe. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Il y a une limite quand même par rapport à la prise pondérale, mais et l'amaigrissement, c'est pareil. Oui, c'est pareil, bien sûr. Oh chérie, je vois plus ton tatouage. Mais c'est relativement rare. Ça reste rare des gens qui prennent 10-15 kilos. Oui, mais ça peut bouge. arriver. Voilà, ça bouge, ça évolue. Et... Alors avec vous, je rappelle que vous venez de l'Institut supérieur de décoration de Longwy, qui existe depuis de nombreuses années, mais votre discipline à vous, si j'ose dire, elle existe depuis combien de temps? Eh ben, on a inauguré la rentrée cette année. Là. Ah, c'est tout neuf, donc. Voilà, c'est tout neuf. D'accord. Et vous avez combien d'élèves alors? Alors, à l'effectif complet, ça a été 4, parce qu'il y a eu encore des petits soucis par rapport à certains dossiers qui passent par la région, par Pôle emploi, tout ça. Donc, des fois, puis comme ça a été un peu rapide, est-ce que voilà, ça les a pris de court? Mais je pense que pour la rentrée prochaine, l'effectif va être... D'où vient la demande? C'est vous, perso, qui avez voulu créer ce genre de matière ou... Oui, j'ai proposé la création, en fait, de cette section-là par rapport à une demande, enfin, à une question même que moi, je me posais quand j'ai commencé, il y a de nombreuses années maintenant, à savoir, il n'y a pas d'école. Donc, qui forme, quoi, c'est ça? Oui, donc à l'époque, ça se faisait auprès de professionnels. On s'est enquéri quand même de diverses études d'art. Donc, il fallait arriver avec un certain bagage en dessin, certaines sécurités. Et après, c'était au bon vouloir d'un professionnel. Il n'y a pas de diplôme officiel pour être tatoueur? Non. Mais c'est pas du tout protégé? Pas du tout. Non, ni reconnu. Ah oui, donc il faut quand même... C'est bien qu'on en parle, quoi. Oui. Donc c'est un pas qui est fait, mais... Alors c'est la première, pardon. Moi, ce que je lis, c'est qu'on apprend aussi des mesures d'hygiène. C'est très très important quand on est tatoueur. Ouais. Et si c'est pas protégé, enfin... On les voit. Disons que notre métier n'est pas non plus... il n'est pas à l'abandon. Hein. Je veux dire, il y a du travail qui a été fait, notamment par le président du syndicat national des artistes tatoueurs, Tintin, qui est très connu dans le milieu. On le voit de temps en temps. Voilà. Donc, qui a vraiment fait un gros boulot en ce qui concerne tout le côté législatif, mais ça ne palliait pas ce manque, justement, de... Vos tatouages, c'est vous qui vous les êtes faits? Non. On peut les voir peut-être. La plupart, oui. Quelle caméra peut les montrer? C'est vous qui les avez dessinés? Il faut vous rester un peu comme ça, le temps qu'on fasse le poids, comme ça, on prend un peu de temps, c'est normal. Et puis à ce moment-là, ça représente quoi? Parce que moi je ne vois pas d'ici. Alors, ah oui, d'accord. Ils sont relativement... C'est pas du tatouage esthétique, on va dire. Hein. C'est personnel. Voilà. Ils ont... parce qu'on a plusieurs approches au niveau du tatouage. Hein. C'est tribal plutôt? Pas réellement. Plutôt abstrait, là, il y a puis avec un voilà, bon, voilà, même, ah oui, j'avais pas vu. Oui. Voilà, même s'il y a une représentation figurative, il y a autre chose derrière. Donc on le retrouve de toute manière chez tous nos clients. C'est un message souvent? Ouais, la plupart du temps, ouais. Alors soit revendicatif, soit personnel. D'appartenance? Aussi, ouais, ou d'identification à un groupe, un groupement, une tendance. Ah oui. Ouais. Alors Lola, maintenant parlons de vous. Vous avez décidé il y a 1 an de franchir le pas. Quelle était la première approche? C'est-à-dire que vous avez rencontré Fabien, je suppose. Vous avez expliqué ce que vous vouliez faire. Non, c'était pas ça? Comment ça s'est passé comme ça? Lola, racontez-nous. En fait, avant de passer le bac, je suis allée voir Fabien à son shop pour lui montrer mes dessins, savoir s'il était
d'accord pour me prendre comme stagiaire. Du coup, il m'a parlé de la formation qu'il était en train de mettre en place. Je me suis renseignée auprès de l'école et puis après, je me suis inscrite. Et c'est une formation de combien d'années? En 2 ans. En 2 ans. Il y a un diplôme à la fin? Oui. Un diplôme de? Ah bah là, ce sera le diplôme de l'école, oui, mais dans la section d'hermographie. On peut le faire en 1 an, j'ai lu aussi. C'est une année optionnelle, c'est ça? Ouais, bah, elle est optionnelle en étant quand même importante. C'est une option importante. Vaut mieux faire 2 ans. Donc vous êtes allé voir Fabien et après? Après, je me suis renseignée auprès de l'école, vu qu'il m'avait parlé de la formation, puis je me suis inscrite. Et quand vous dites je suis allé voir Fabien avec mes dessins, ils étaient quoi? C'était quoi ces dessins? C'était quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui a fait le fait de dire? Ça n'a pas réellement attiré mon attention sur elle en tant qu'élève, en particulier. C'est plutôt, ça n'a pas été la seule qui est venue se présenter avec des dessins, avec un petit bouquin qui se confectionnent tous plus ou moins avec leurs dessins qu'ils exécutent. Ce qui, moi, m'a poussé à vraiment mettre un coup de pédale pour faire accélérer mon dossier, parce que ça faisait déjà 2-3 ans que c'était en travail, de mon côté, c'était un petit peu le manque d'assurance en dessin, le côté un peu figé, impersonnel. Donc c'est pas, c'est vraiment un point de vue vraiment professionnel. Je suis dans mon magasin, des gens viennent, me montrent des dessins, je voudrais apprendre à tatouer, et je fais ça. Et là, je me dis, c'est quand même fort léger. Artistiquement, il y a un peu impersonnel, parce qu'en général, les dessins qui me sont présentés correspondent pas forcément à la personne. J'allais plus vite, parce que je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de ce rendez-vous. Qui vient se faire tatouer? Quel âge? Il y a un âge, tout le monde peut venir, plus homme, plus femme, parce que là, dans le sujet aux États-Unis, on se rendait compte qu'il y avait maintenant plus de femmes. Un âge limite minimal, 16 ans au niveau légal. C'est ça, avec l'accord des parents. Voilà, tout à fait, l'accord des deux. Alors Maxi, il n'y a pas de limite. Mais ce que vous avez en âge moyen Maxi, c'est quoi à peu près? Au-delà de 70 ans, vous ne tatouez plus ici? La personne la plus âgée que j'ai tatouée, on avait 68. Ouais. Où ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Et qu'est-ce qu'ils veulent les personnes, justement les seniors, comme type de tatouage? Ils ne s'impliquent pas comme. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas du tout les mêmes principes de dessin. Non, c'est des petites choses très discrètes. Non, ça va plutôt sur une. Tortue, vous y êtes. Non, mais des dauphins. Oui, j'en ai eu. Tortue, mais de Polynésie, un tatouage ethnique. Juste pour aller plus loin, et ce sera notre dernière question déjà, au niveau de tatouage éphémère. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça vaut le coup? Quelqu'un qui n'est pas sûr de son coup, il va voir Lola, il dit à Lola... Il faut bien réfléchir avant de se faire tatouer, c'est sûr. Ça existe, ça se voit pas trop. Non? Et attention, ça reste très rare. Quelqu'un qui vient vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est destiné, enfin, qui a la volonté de le faire, Lola? Pardon? Quelqu'un qui vient vous voir pour se faire tatouer, vous discutez un peu avec la personne avant, vous le mettez en garde, comment vous agissez la première fois? Moi, je sais pas, je suis pas tatoueuse. Alors, allons-y. Ouais. Si, il y a quand même une discussion qui se met en place avec les motivations. À la limite, on s'en fout un peu, on la laisse parler pour voir un petit peu que ça sorte. Après, l'orientation de ce qu'elle veut, on le détermine avec elle. C'est-à-dire, des fois, il peut y avoir des bons choix, des mauvais choix, et on le voit ça très vite. Merci beaucoup. Tout à l'heure, en deuxième partie, nous allons avoir une psy. On lui reposera la question, d'ailleurs, de savoir au niveau de tatouage un peu comment ça se passe. C'est toujours intéressant d'avoir cette version-là. Il faut bien réfléchir avant de se faire tatouer, parce que si jamais vous le faites enlever, ça fait très très Voilà, alors justement, c'est ça. On peut le faire enlever dans tous les cas. Par le laser, ouais. Par le laser. Mais c'est douloureux. Voilà, c'était ma dernière question. Sylvain Juson sera avec nous tout à l'heure. Vous savez, notre magicien énervant. Bah oui, il a décidé de nous énerver encore aujourd'hui, donc on va accepter de se faire un peu énerver. Merci beaucoup à vous deux. Donc je rappelle que vous venez de l'Institut supérieur de décoration de Longwy, où il y a donc cette formation, cette nouvelle activité. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Suite de bienvenue chez vous. On se retrouve avec Virginie, Jean-Mi et de nouveaux invités dans quelques secondes.